Alors Jean-Jacques va écrire un certain nombre de choses que voici. Tout cet ordre social prétendu, qui couvre en fait les plus cruels désordres. Comment voulez-vous que l'on admire une société où le profit est en raison inverse du travail? Ou encore ceci. Tout privilège au profit des particuliers qui les obtiennent est à la charge de la nation qui les donne. Il s'amuse aussi de l'artifice usuel des financiers qui, pour dissimuler leurs opérations, répandent partout le bruit que c'est infiniment compliqué. Ah, il faut pour les comprendre avoir fait ses études, enfin c'est quelque chose que le profane ne peut pas comprendre. Et Jean-Jacques dit, oh, je comprends bien, il nous explique que c'est extrêmement complexe, et qu'ils emploient un langage obscur, afin que, ne l'entendant point, ce langage, on n'ose pas le contredire. Il nous parle de ressorts que l'on nous dit si profonds que de peur que peut-être nous tentions de les découvrir dans leur simplicité. Reconnaissons que Jean-Jacques a un certain ton violent, je dirais âpre, je dirais même plébéien dans sa critique sociale. Je vais vous en apporter 3 petites preuves. Ces gens du monde, si doux, si modérés, qui trouvent toujours que tout va bien parce qu'ils ont intérêt à ce que rien n'aille mieux, qui sont toujours contents de tout le monde parce qu'ils ne se soucient de personne, et qui, au cours d'une bonne table, soutiennent qu'il n'est pas vrai que le peuple ait faim. Voyons, Jean-Jacques, dans le contrat social, prend à bras le corps ce problème, qui est le problème capital d'organisation sociale, quoi. Comment est-ce qu'on peut concilier l'autorité et la liberté? Il est évident qu'aucune société n'est concevable sans une autorité. Mais où la trouver, cette autorité? Où sera-t-elle légitime? Ben, Jean commence à partir d'une idée qui ne lui est pas particulière à lui, c'est une idée que vous trouvez même chez saint Thomas, à savoir ceci: aucun homme n'a sur son semblable une autorité naturelle. Ça veut dire que nous sommes tous pareils, et qu'aucun homme n'est qualifié pour donner un ordre, pour imposer sa volonté aux autres. Ce qui fait que le système monarchique et le système oligarchique est répudié par Jean-Jacques. Monarchique, c'est 2 mots grecs, ça veut dire le commandement d'un seul, monos. Et bien, un seul, qui s'appelle le roi, n'a aucune raison d'imposer sa volonté à une collectivité. Oligarchie, c'est encore du grec, oligos, ça veut dire petit nombre. Et bien, un petit nombre, soit d'aristocrates, soit de riches, n'est pas non plus habilité, n'est pas qualifié pour imposer sa volonté à la collectivité. Alors, où trouver une autorité légitime? Jacques dit la seule autorité légitime, c'est celle de la volonté générale. Alors vous allez croire que c'est immédiatement suffrage universel, république, ce qu'on appelle la souveraineté nationale, mais c'est là où la pensée de Jean-Jacques est assez délicate et même ambiguë. Jean-Jacques dit, il faut distinguer entre la volonté générale et la volonté de tous. Ça paraît des têtes d'épingle, mais il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Jean-Jacques estime qu'au fond de chaque individu, et nous le verrons lorsque j'étudierai sa pensée philosophique et religieuse, au fond de chaque individu, il y a une orientation spontanée vers le bien. Ce qui fait que ce qu'il nomme la volonté générale, c'est l'accord substantiel, l'accord naturel, l'accord instinctif, selon lui, de toutes les volontés dans la direction du bien. Mais la volonté de tous, qui paraît être semblable à la volonté générale, ah, pas du tout, dit Jean-Jacques. La volonté de tous, ça ne peut être, c'est très souvent, que l'accumulation de volontés individuelles, les volontés individuelles qui vont dans tous les sens, qui sont divergentes, et qui ne sont pas, parfois, et hélas, assez souvent, semblables à cette volonté générale, c'est-à-dire à cette orientation naturelle vers le bien. Victor Hugo écrit ceci que j'ai relevé là. Faites déclarer par 7 500 000 voix que 2 et 2 font 5. Ça ne changera rien. 2 et 2 ne feront toujours pas 5. Et il ajoute, la vérité morale n'est pas plus à la merci d'un vote que la vérité algébrique. Là, vous voyez, c'est une illustration très précise de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a des cas où la volonté de tous n'est pas conforme au bien, c'est-à-dire n'est pas conforme à la volonté générale. Alors Jean-Jacques, comment est-ce qu'il va faire pour essayer de concilier cette volonté générale et cette volonté de tous? C'est là où je trouve que la plupart des commentateurs glissent, parce qu'évidemment la pensée de Jean-Jacques est glissante, elle est fluide. Il dit il faut un législateur, il emploie un L majuscule. Un législateur qui, lui, aura assez d'autorité, aura assez de prestige, aura assez d'affection autour de lui pour arriver à persuader les gens et à faire coïncider cette volonté de tous avec la volonté générale. Où est-ce qu'on va le trouver, ce législateur? Et quel est l'homme qui aura assez d'autorité naturelle, enfin, pour persuader les gens qu'il faut aller dans tel sens plutôt que dans tel autre? C'est là, à mon sens, ce qu'il y a de plus faible dans le contrat social. Et Jean-Jacques s'en rendait parfaitement compte. Et c'est des choses qu'on ne dit pas assez. À savoir que son contrat social, il ne voulait plus qu'on en parlât. Lui-même reconnaissait que ça ne l'est pas. Il faut avant tout que l'homme comprenne ce qu'il est, quelle est sa nature, quelle est sa finalité, et quel doit être l'objet réel de sa connaissance. Seulement, Jean-Jacques est quelqu'un qui dit,
Avant de persuader les gens, avant de leur expliquer ce qu'ils doivent désirer, il faut que je leur fasse prendre conscience du milieu dans lequel ils sont. Il faut qu'ils ouvrent les yeux sur l'iniquité sociale et qu'ils réfléchissent un peu à ce qu'on leur fait faire, qu'ils prennent conscience de leur condition d'exploité.